Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance d'information sur les contrats doctoraux fléchés de l'IDEA. Comme vous le voyez sur cette diapositive de présentation, ces contrats concernent pour cette année les pôles de Mexico, Lima, Saint-Domingue et Montréal. Alors, je me présente. Je suis Diana Burgos-Vigna, secrétaire générale de l'Institut des Amériques. Je ne prendrai pas la parole très longtemps au début de séance, peut-être à la fin pour les questions, mais je laisserai la parole à Luis Miguel Camargo, chargé des relations internationales de l'Institut, et à Virginie Aron, chargée de la coopération internationale, qui présenteront le dispositif tout au long de cette séance. Et Marion Magnan, responsable administrative de l'IDEA, est également présente pour répondre à vos questions. Pour les questions, vous pouvez les poser tout au long de la séance dans le QR qui est en bas, qui apparaît en bas de votre écran. Ces questions, nous y répondrons à la fin de la séance. Elles ne sont pas filmées, ne sont pas lisibles sur l'enregistrement, bien évidemment. Donc, le public n'est pas enregistré. Ne vous inquiétez pas, nous sommes les seuls à être enregistrés, le personnel de l'IDEA. Bien, je crois que c'est l'essentiel pour ce qui est des informations logistiques. Je vais présenter en une petite minute l'Institut des Amériques. Donc, comme vous le voyez sur cette diapositive, l'Institut des Amériques, c'est un réseau. C'est ce qu'on appelle un GIS, un groupement d'intérêt scientifique qui a déjà une longue expérience puisqu'il a été créé en 2007 et il est aujourd'hui reconnu dans le milieu scientifique français comme une institution de référence pour ce qui concerne les études américanistes en sciences humaines et sociales. Alors, le GIS est porté par le CNRS, par l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, le campus Condorcet. Bien évidemment, la tutelle principale du GIS est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est le ministère qui finance d'ailleurs ces contrats doctoraux que nous allons vous présenter. Vous voyez également sur la diapositive les 3 objectifs principaux de l'IDEA, qui sont donc premièrement soutenir et décloisonner la recherche en SHS avec plusieurs objectifs prioritaires qui sont l'interdisciplinarité, bien évidemment, la transaméricanité, c'est-à-dire le dialogue comparatiste entre le nord et le sud du continent américain. Un autre objectif prioritaire, c'est le dialogue intergénérationnel et bien évidemment, comme il s'agit d'un réseau, nous faisons en sorte de faire dialoguer les établissements. Le deuxième objectif, c'est de donner de la visibilité aux travaux du réseau. Cela à travers tous les outils numériques dont nous disposons, les réseaux sociaux, le site internet, etc., via les événements que nous organisons et que nous soutenons, et aussi via la politique de coopération internationale que nous menons dans les Amériques. Enfin, le dernier volet, c'est l'accessibilité de ces recherches à des publics non universitaires. Il s'agit en effet pour l'IDEA non seulement de soutenir des recherches, mais aussi de diffuser largement les connaissances. C'est le volet valorisation des recherches auxquelles nous tenons aussi beaucoup. Bien, sans plus tarder, je vais donc laisser la parole à Luis Miguel Camargo qui va vous présenter ce dispositif. Bonjour à toutes et à tous. Donc, alors, depuis sa fondation, l'Institut des Amériques a tenu à consolider, à obtenir ses contrats doctoraux. Aujourd'hui, l'Institut dispose de 12 contrats doctoraux fléchés que vous voyez apparaître ici dans cette carte distribuée dans toute la région. Et l'objectif de ces contrats doctoraux, qu'on appelle les pôles internationaux, et tout d'abord de former à l'international la jeune recherche américaniste française, donc avec 2 grands axes de travail. Le premier étant de donner accès dans des bonnes conditions de recherche
à ces doctorants grâce à des terrains de longue durée et ensuite aussi leur permettre de développer des compétences qui concernent plus le montage de projets et d'événements scientifiques. Donc, notre travail consiste tout d'abord à instaurer ces pôles internationaux dans les Amériques via la négociation des accords cadres avec des institutions sur place, ce qui permet aux doctorants ou à la doctorante d'avoir accès à un bureau, d'être en relation, mis ou mise en relation avec cette université, avec les milieux des professeurs et des chercheurs sur place, avoir aussi des informations plus logistiques concernant son installation ou les séjours longs que cette personne va effectuer. Et ensuite vient du coup le processus de sélection dont nous sommes actuellement pour 4 de nos pôles internationaux et la formation ensuite pour le candidat et lauréat, puis ensuite l'accompagnement pendant la durée de ces 3 ans des contrats doctoraux qui on va détailler tout à l'heure, accompagnement qui va notamment être de la main avec tous ces suivis scientifiques qui font le laboratoire auquel sont rattachés le doctorant, mais aussi les références scientifiques de notre réseau, et puis un accompagnement plus par rapport à la valorisation des manifestations scientifiques que le doctorant ou la doctorante organise souvent en lien avec les partenaires sur place. Et enfin, on tient également à faire un suivi du retour en France, de l'après-contrat doctoral pour nous assurer ou pour accompagner aussi ces doctorants lors de leur insertion professionnelle, au moins pouvoir leur donner des conseils et assurer et c'est suivi, que ce soit dans les milieux académiques pour ceux qui continuent en postdoctorat ou qui font carrière de chercheur ou dans d'autres secteurs. Voilà, dans les graphiques que vous voyez, vous pouvez apercevoir le fait que c'est les doctorants ou la doctorante contractuelle fléchée IDEA qui est au cœur de ce dispositif, donc avec cette double dimension de réalisation d'une thèse qui est vraiment le cœur de ces contrats et aussi l'animation scientifique du pôle qui, on va voir, est centrée autour de projets de thèse et de l'ère géographique et de la thématique d'expertise des doctorants et tout cet autre univers des institutions, depuis l'Université des rattachements en France et le réseau de l'IDEA dont on parle aujourd'hui, qui a ce double volet, la partie scientifique et la partie de soutien à la recherche, et enfin les institutions d'accueil dans les Amériques. Et on a non seulement des liens avec les universités qui accueillent nos doctorants, doctorantes, mais aussi avec d'autres partenaires dans la région. Oui, merci Luis Miguel. Donc, pour continuer sur ce que Luis Miguel disait, les 4 acteurs principaux dans le cadre des pôles internationaux de l'IDEA sont donc l'Institut des Amériques, l'institution d'accueil dans les Amériques qui va donc accueillir le doctorant par période, donc durant les 3 ans du contrat doctoral, les références scientifiques IDEA qui sont à la fois en France et dans les Amériques, et l'université française de rattachement du doctorant ou de la doctorante. Donc pour l'IDEA, qui est donc responsable des pôles internationaux, son rôle est justement pour permettre le développement du dispositif des pôles internationaux à travers l'encadrement structurel et donc les conventions d'accueil du doctorant et de la doctorante pour développer ce partenariat et cette action de coopération scientifique avec l'accueil d'un doctorant dans les Amériques. Ce qui va permettre également le développement d'activités scientifiques et l'échange académique entre la France et les Amériques à travers l'organisation de manifestations scientifiques notamment, mais nous en reviendrons dans un instant. L'institution d'accueil qui est donc responsable de l'accueil du doctorant ou de la doctorante dans les Amériques et qui va faciliter l'intégration scientifique locale du doctorant ou de la doctorante à travers
premièrement, son arrivée sur place donc dans les Amériques, à travers l'accueil pour des questions également de visa, donc d'accompagnement un peu administratif pour permettre le séjour du doctorant ou de la doctorante sur place et l'accès à un espace de travail qui va lui permettre au doctorant ou à de la doctorante d'effectuer ses recherches dans de bonnes conditions et d'organiser des manifestations scientifiques. Pour le rôle des références scientifiques en France et dans les Amériques, l'IDEA a justement des interlocuteurs qui sont à la fois en France et dans les Amériques pour faciliter l'intégration du doctorant ou de la doctorante qui est bénéficiaire du contrat doctoral pour justement permettre au mieux son intégration à la fois au niveau français et dans les Amériques. Par exemple, ça passe par son intégration au sein d'un centre d'un laboratoire de recherche dans les Amériques qui va lui permettre d'être en relation avec différents interlocuteurs, différents chercheurs sur sa discipline. Donc, le rôle des référents, c'est d'accompagner tout au long des 3 ans le doctorant à la fois en France et dans les Amériques pour permettre justement ce dialogue. Et enfin, le dernier acteur, mais non des moindres, est l'Université française du doctorant, qui reste donc son employeur tout au long des 3 ans du contrat doctoral et qui est responsable de l'intégration du doctorant ou de la doctorante dans le milieu universitaire français. C'est donc bien l'université française qui va verser le salaire du doctorant, qui va assurer sa formation doctorale et le lien avec le milieu universitaire français. Pour revenir sur le rôle de l'Institut des Amériques et plus particulièrement de l'accompagnement qui est réalisé par l'équipe administrative et notamment l'équipe de relations internationales de l'IDEA. L'IDEA est justement en charge donc, du suivi, comme le disait Luce Miguel, et de la formation du doctorant et donc du jeune chercheur ou chercheuse pendant la durée de son contrat. Cela passe donc de la procédure de sélection de laquelle nous parlerons dans quelques instants à la formation, puisqu'il y a une formation de 3 jours qui est dispensée pour les doctorants avant leur départ dans les Amériques. Et le suivi durant toute la durée du contrat avec la mise en contact avec différents interlocuteurs académiques ou institutionnels qui pourront être intéressants pour les projets de recherche du doctorant ou de la doctorante. Et également son intégration donc, dans les réseaux en France et à l'international. Comme nous l'avons mentionné, le doctorant, en plus de son travail de terrain, va être amené à organiser des événements scientifiques en lien avec son sujet de thèse, ce qui va lui permettre d'acquérir d'autres compétences qui seront utiles pour la suite de sa carrière. Comme le fait de concevoir un événement scientifique qui va donc de la partie académique à également la construction d'un budget, des demandes de financement éventuelles pour tout type d'événement, puisque par événement ou manifestation scientifique, on entend aussi bien un colloque, une journée d'études, une publication ou un webinaire, enfin, tout type d'événements scientifiques permettant au doctorant de créer des synergies sur son sujet de recherche. Et ça va donc permettre d'acquérir d'autres types de compétences sur l'organisation d'un événement scientifique et sur la communication également sur son événement scientifique. Tout cela se faisant en lien avec l'équipe de l'Institut des Amériques qui va donc valoriser les travaux des doctorants et des doctorantes, puisque la jeune recherche est une des priorités de l'Institut des Amériques. Cela passe donc à travers des capsules vidéo comme le format Ma thèse en 180 secondes que les doctorants réalisent. Une lettre d'information qui est publiée par l'IDEA pour valoriser justement les travaux et les contrats doctoraux et les pôles internationaux de l'Institut des Amériques, et le site internet, les réseaux sociaux, donc tout type de communication permettant de valoriser la jeune recherche. L'accompagnement de l'équipe de l'IDEA se démontre également à travers un développement d'un réseau en fait, de jeunes chercheurs, à la fois entre les 12 pôles de l'Institut des Amériques et des autres doctorants américanistes en France, le but étant de créer un réseau de bonnes pratiques avec d'autres chercheurs et donc de pouvoir permettre de créer un espace et des bonnes collaborations entre les chercheurs et les doctorants qui soient dans les Amériques donc, ou en France. Enfin, dès le départ,
dans les Amériques et à leur retour en France, l'IDEA soutient l'insertion des doctorants des pôles internationaux dans la dynamique de recherche du réseau Institut des Amériques, à la fois avec la mise en valeur des activités jeunes chercheurs, que ce soit au congrès de l'Institut des Amériques, que ce soit dans les postes jeunes chercheurs qui sont à pourvoir au sein du conseil scientifique ou de la revue IDEAS, qui est une revue de l'Institut des Amériques publiée en 4 langues et qui a ouvert son comité à des jeunes chercheurs, au séminaire IDEA-ENS, ou bien à tout type d'activité sur le campus Condorcet permettant de valoriser la jeune recherche. Je vais laisser Luis Miguel parler plutôt du suivi en France. Donc, faisons maintenant un focus sur le suivi de la thèse. Donc, simplement pour montrer cet écosystème d'acteurs qui gravitent autour du doctorant. En premier lieu, évidemment, il y a le principal interlocuteur reste le directeur ou la directrice de recherche, qui évidemment accompagne la personne doctorante du projet de thèse à la rédaction et à la soutenance de manière régulière. Il y a également l'école doctorale dont l'objectif principal est de favoriser cette insertion dans le milieu universitaire par la personne doctorante. Donc là encore, les contacts sont assez réguliers. Il y a un soutien également pour l'organisation ou la participation à des activités scientifiques. Et il y a également, en fonction de chaque université et chaque école doctorale, et l'accès, même l'invitation à des formations qui sont parfois facultatives et d'autres fois sont des formations obligatoires pour ces doctorants. Vient ensuite également le laboratoire qui va permettre aux doctorants de s'intégrer dans une vie collective scientifique et qui va aussi favoriser le financement de certaines missions ou de certaines activités scientifiques et la participation également à un réseau d'activités scientifiques. Et enfin, pour l'IDEA, donc, on a évoqué la question tout à l'heure de cet accompagnement de l'IDEA qui se décline en 2 parties. Donc, la partie d'un référent scientifique IDEA, un chercheur, une chercheuse ou un membre de notre conseil scientifique qui va être associé à chaque pôle international, qui va accompagner du coup la personne doctorante, et puis le réseau aussi administratif, et qui va, la personne du coup qui va accompagner la partie plus logistique. Pour ce qui est de la partie scientifique, ces référents peuvent être amenés, en fonction des accords et des ententes avec les directeurs et la directrice de recherche, peuvent être amenés à être invités, par exemple, au comité de thèse, au comité de suivi, qui ont été mis en place depuis quelques années pour les doctorats en France. Ce dispositif, comme vous le commencez à l'apercevoir, donc, vise également à préparer ces jeunes chercheurs à leur insertion professionnelle, que ce soit en France ou à l'étranger. D'où l'accent mis dans cet accompagnement et dans l'acquisition ou le développement ou le renforcement de certaines compétences qui sont parfois demandées pour la suite de leur carrière. Donc, notamment, on faisait référence à l'organisation d'événements scientifiques. Donc, on évoquait la question du budget, de la communication, etc. Mais aussi la constitution ou l'affiliation à des réseaux universitaires ou non universitaires, parce que sur place, ces missions de longue durée permettent de nouer des liens avec des acteurs du monde universitaire, mais pas exclusivement, aussi des mondes associatifs, des mondes institutionnels, des mondes diplomatiques, etc. Donc, évidemment, les dispositifs américanistes placent au cœur la maîtrise de la langue, puisque ces longues missions exigent évidemment une maîtrise complète du coup, de la langue sur place, donc que ce soit l'espagnol, l'anglais, le portugais. Et enfin, la production scientifique dans le cadre de différents formats, donc les formats des productions de contenus scientifiques se sont multipliés, donc on va depuis des
des petites notes, des communications pour des colloques, mais aussi des présentations d'ouvrages, des séminaires réguliers, des webinaires, des événements en ligne, la participation à des jurys de festivals. Donc, là encore, l'IDEA essaye d'accompagner dans le développement de ces compétences. Et enfin, la préparation à l'insertion professionnelle, que ce soit par la mise en contact avec différents types d'acteurs de la formation, mais aussi par le biais d'une réflexion qu'on mène dans le cadre notamment de notre congrès biennal autour de cette insertion professionnelle, donc d'un espace de réflexion, de partage de bonnes expériences, comme il a été indiqué tout à l'heure. Donc, dans l'image, vous voyez tout simplement les parcours d'anciens et d'anciennes coordinatrices des pôles. Certains ont accédé à des postes de maître des conférences et d'autres se sont tournés vers la coopération internationale ou d'autres types de métiers de l'enseignement et de supérieur ou de l'éducation nationale. Pour revenir, pour parler à présent de l'appel à contrat doctoral et notamment l'appel de cette année qui concerne donc 2023-2026. Les 4 pôles concernés sont donc Mexico, Lima, Montréal et le pôle Caraïbes qui est situé à Saint-Domingue. Donc l'appel à contrat doctoral ne concerne que des étudiants ou des étudiantes qui ne seront pas encore inscrits en doctorat et qui projettent donc de s'inscrire dans une des institutions membres de l'Institut des Amériques, que nous détaillerons dans un instant. Et les personnes candidatant doivent avoir soutenu leur mémoire de Master 2 au plus tard à l'été 2023 afin de pouvoir débuter leur contrat doctoral à la rentrée 2023. Le profil des personnes recherchées est évidemment l'excellence académique des candidats et des candidates et de leur projet de thèse, mais également des capacités d'adaptation, de sens de l'organisation et de la capacité à travailler de manière autonome. Comme Luce Millet l'a détaillé, la maîtrise de la langue du pays d'accueil est également essentielle pour faciliter justement l'intégration académique des doctorants sur place. Donc, c'est des éléments importants. Donc, pour détailler les universités membres de l'Institut des Amériques, il y a la liste qui s'affiche juste ici. Il y a plus de 50 membres. Et donc, pour candidater à ces contrats doctoraux fléchés, il faut projeter de s'inscrire dans l'une des universités ou des institutions inscrites à l'écran. La liste est accessible sur le site internet de l'Institut des Amériques. Et vous pourrez la retrouver donc. Donc, pour les contrats 2023-2026, les pôles concernés sont, comme on l'évoquait, le pôle Canada, qui existe depuis 2015 et qui est situé au sein de l'Université de Montréal. Le pôle Mexique, qui existe depuis 2011 et qui est basé au Centre d'études mexicaines et centra-américaines CEMCA. Le pôle andin Lima, qui existe également depuis 2011 et qui est situé au sein de l'Institut français des études andines. Et enfin, le pôle Caraïbes, qui est donc situé à Saint-Domingue en République dominicaine, et qui est issu d'un partenariat donc, depuis 2011 avec la FUNGLODE et plus récemment d'un nouveau partenariat également avec la Flaxo République dominicaine depuis 2022, ce qui permet d'avoir 2 institutions d'accueil partenaires sur place pour le doctorant ou la doctorante. Donc, les candidats doivent candidater sur une seule des pôles qui s'affichent à l'écran, en lien évidemment avec leur sujet de thèse. Les contrats étant réservés à des actions de coopération internationale, le doctorant est bien affecté et donc inscrit pour réaliser sa thèse en France, puisque comme on le disait, il y a l'université française qui reste l'employeur et le garant de l'intégration universitaire française du doctorant. Et donc, les missions que va effectuer le doctorant dans les Amériques sont des missions longues dans l'un des 4 sites, donc, dans l'un des 4 pôles dont nous avons
dont nous avons parlé à l'instant. Et donc, une fois que le doctorant ou la doctorante est sélectionné, il devient coordinateur ou coordinatrice du pôle. Et en ce sens, il effectuera des missions longues d'environ 8 mois par an sur place dans les Amériques, ce qui lui permet d'avoir accès à son terrain et donc de pouvoir effectuer sa recherche sur place. Donc, outre ces activités de terrain et de recherche, le doctorant ou la doctorante sera amené à à organiser des manifestations scientifiques au sens large, comme on le disait, ça peut être colloque, journée d'études, publication ou tout autre type d'événement, en lien avec son sujet de thèse. Le but étant justement que tous ces événements scientifiques viennent nourrir la recherche du doctorant, en lien avec des partenaires sur place, qu'ils soient scientifiques ou institutionnels. Enfin, pour terminer, le contrat doctoral est donc rémunéré selon l'arrêté du 26 décembre 2022. Donc, vous pouvez retrouver là aussi toutes les informations sur le site de l'IGA. En ce qui concerne la procédure de candidature, chaque dossier doit donc comporter un certain nombre de pièces qui sont attendues en format PDF, donc dans un seul document, qui sont donc la fiche de renseignement, qui vous pouvez retrouver également sur l'appel qui est en ligne sur le site de l'Institut des Amériques, et qui doit être complétée en français et dans la langue du pôle, donc en espagnol pour les pôles Lima, Mexique et Caraïbes. La copie du dernier diplôme obtenu, le relevé de notes du master obtenu ou en cours, un CV, une lettre de motivation, une lettre de recommandation du directeur de thèse potentielle, ceci étant un document obligatoire pour le dossier de candidature, une lettre d'accueil d'un chercheur ou de l'institution qui va vous accueillir à l'étranger, et ce qui permet de témoigner du contact qui aura été pris avec les candidats potentiels et donc des possibilités de partenariat et de collaboration scientifique et académique pour le doctorant. Et donc, les dossiers de candidature devront être envoyés par mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran au plus tard au 1er mars 2023 à 18h, heure de Paris. Pour l'évaluation, les dossiers seront évalués dans un premier temps par des évaluateurs externes et par les référents des pôles concernés, puis par le comité ad hoc de sélection de l'IDEA. Et les candidats présélectionnés passeront ensuite un entretien auprès de ce même comité. Alors, faisons une sorte de récapitulons. Donc, quelles sont les spécificités du contrat doctoral fléché de l'IDEA? Donc, tout d'abord, de bénéficier d'un contrat doctoral et d'un financement stable pour la réalisation de sa thèse pendant 3 ans, accéder aisément à son terrain, acquérir une expérience approfondie de la région étudiée. Et par rapport à certaines questions qui sont posées, donc vous êtes amené à candidater à un pôle en particulier, et donc la durée les 8 mois dont on a évoqué sur place sont sur les pôles dans lesquels si vous êtes amené à être un lauréat de ces contrats, du coup, vous allez passer 8 mois à cet endroit-là. Donc, ça permet d'avoir un accès privilégié à ces terrains et d'avoir une expérience approfondie de ces lieux. Et ensuite, tisser un réseau de relations à l'international qui favorise évidemment l'insertion professionnelle et les rayonnements scientifiques du candidat. Également, plus sur le plan des compétences, développer des compétences en matière d'organisation et des manifestations scientifiques. On le rappelle, ça va des colloques à des webinaires en passant par des festivals ou des productions de documents, des publications, etc. Et la possibilité de mettre en place une co-tutelle, une co-direction avec l'université d'accueil et également produire des actions de coopération internationale dans les domaines universitaires, puisque souvent vous pouvez être amené à collaborer aussi avec les acteurs de la coopération sur place, et la coopération française sur place, et enfin avoir accès à la transmission d'un savoir-faire sur le plan scientifique, et grâce à l'accompagnement des chercheurs référents IDEA en France et dans les Amériques. Donc, et là, on met l'accent sur un des critères qu'on avait montré au début, c'est les critères intergénérationnels. On tient à ce qu'il y ait une circulation aussi d'expériences, un partage d'expériences
entre les différentes générations des chercheurs américanistes travaillant en France. Pour rappel du calendrier, donc l'appel se clôture le 1er mars 2023 à 18h, heure de Paris. Et les résultats de la présélection seront annoncés en mai 2023 pour des auditions dans le même mois. Et enfin, les résultats de la sélection seront ensuite publiés en juin 2023. Et comme on l'a mentionné, l'IDEA dispense une formation à destination des lauréats et des lauréates avant leur départ dans les Amériques. Cette formation aura donc lieu en fin juin 2023 pour une prise de fonction dans les pôles internationaux ou en tant que coordinateur ou coordinatrice des pôles à la rentrée 2023. Donc, si les candidats étant amenés à être sélectionnés doivent, avant leur départ dans les Amériques, se renseigner et préparer leur dossier d'inscription en thèse auprès de leur université afin de pouvoir débuter leur contrat, comme on le disait, à la rentrée 2023. Se renseigner sur les modalités de départ et notamment sur le visa selon les pays auprès des ambassades concernées. Le partenaire sur place, donc l'institution d'accueil, aidera ainsi que l'IDEA pour les démarches, donc appuiera sur les questions administratives de visa pour renseigner au mieux les doctorants sur le statut qui leur correspond. Le doctorant ou la doctorante devra également se renseigner sur les modalités d'accueil du partenaire dans les Amériques. Et en ce qui concerne les directeurs et directrices de thèse, ils sont invités à négocier un complément de service auprès de leur université avant la signature du contrat doctoral en mettant en avant le rôle de représentation que le doctorant peut assurer pendant ses missions longues à l'étranger, puisque le doctorant sera dans les Amériques au titre de son contrat IDEA, mais également pour représenter son université française dans les Amériques, ce qui peut être intéressant pour l'université pour valoriser justement le caractère international de ses recherches et de sa jeune recherche notamment. Donc, pour simple rappel, l'envoi du dossier de candidature ou toute autre question complémentaire qui pourrait être adressée à l'équipe de l'Institut des Amériques, nous vous invitons à contacter l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et je vous remercie pour votre attention. On peut peut-être maintenant passer aux questions s'il y en a. Oui, merci beaucoup à Luis Miguel Camargo et Virginie Aron pour cette présentation. Alors, des questions ont été posées tout au long de la séance sur le chat, le QR, en bas de votre écran. Vous pouvez évidemment continuer à le faire. Est-ce que, Marion, tu veux revenir sur certains blocs de questions? Tu veux que je le fasse pour que tu puisses continuer à répondre comme tu veux? Si tu veux le faire, je peux continuer à répondre à celles qui sont en attente, comme tu veux. Très bien. Bon, on va continuer cette séance pour que maintenant que vous avez écouté toute la présentation, vous puissiez continuer à poser des questions. Alors, les questions que je vois sur le chat concernent principalement les conditions de présence sur place dans les Amériques. Donc, vous êtes nombreux à vous demander si la présence est obligatoire, combien de temps, etc. Alors, évidemment, la présence est obligatoire. Hein, vous êtes censé faire une thèse et avoir accès au terrain. Pour ce qui est des conditions plus précises, donc ce sont des missions longues et dans le contrat, vous verrez qu'il est spécifié que le doctorant doit rester 8 mois environ, voilà, comme indiqué dans l'appel, mission longue de 8 mois environ par an, selon la nature de terrain à mener pour sa recherche. Voilà, donc les durées et les périodes se font en fonction des contraintes du ou de la doctorante, et c'est le doctorant qui se voit proposer un calendrier de travail. Pour ce qui est des questions sur le niveau de langue, oui, évidemment, je crois que Luis Miguel l'a bien précisé, il faut que le candidat ou la candidate ait un bon niveau de langue, de la langue concernée.
l'anglais, l'espagnol ou le portugais en fonction du pôle. Les terrains se font bien évidemment dans un seul pays. Vous ne candidatez que sur un seul pôle. Voilà, je regarde encore d'autres questions. Oui, il y a également des questions sur les salaires, sur les revenus du contrat doctoral. Il s'agit de salaires, des salaires classiques des contrats doctoraux français et vous trouverez les informations précises dans l'appel qui est en ligne. En ce qui concerne les sujets de thèse, alors ils sont bien évidemment décidés librement entre le candidat et le directeur de recherche. Il est bien évidemment souhaitable que ces sujets de thèse soient en lien avec les terrains sur lesquels les doctorants sont amenés à passer plusieurs mois, bien évidemment. Cela dit, vous pouvez tout à fait candidater, par exemple, sur le pôle Lima et faire une thèse sur l'Amazonie, par exemple. Il n'est pas obligatoire que votre sujet de thèse soit directement lié au terrain même du pôle. Voilà, est-ce que je laisse aussi Marion, Luis Miguel et Virginie voir si j'ai oublié des blocs de questions. Il y avait une question de notre collègue de Aix-Marseille Université. Donc, les profils, on a lancé un petit sondage au début. Pour information, les profils des personnes présentes aujourd'hui sont essentiellement des étudiants qui souhaitent candidater, quelques enseignants-chercheurs qui, a priori, pourraient encadrer des étudiants et quelques collègues d'équipe administrative, c'est super que tout le monde soit là, qui ont vocation à suivre la mise en place de ces contrats doctoraux et donc ont des questions plus administratives. Et donc, la collègue de Aix-Marseille nous demandait qui mettait en relation l'établissement partenaire dans les Amériques et l'université qui devient employeur du doctorant. Et donc, toute cette partie de mise en relation, mise en place des conventions d'accueil, ça passe effectivement par l'équipe de l'IDEA. Donc, voilà, sur les questions un peu plus administratives. Pour le dossier de candidature, je vois qu'il y a une question sur la question du CV qui est demandée dans le dossier de candidature. Est-ce que ça doit être un CV universitaire? Non, le CV ne doit pas forcément être un CV universitaire. Ça dépend de votre expérience, tout simplement. Donc, il n'est pas attendu des étudiants de Master 2 à ce qu'ils pourvoient un CV universitaire pour candidater à ce contrat doctoral. Et le projet de thèse doit être, on demande également si le projet de thèse doit être adjoint au dossier au sein du formulaire de candidature dans l'encart prévu à cet effet. Donc, je vous confirme que, comme inscrit dans l'appel, il faut candidater avec un seul PDF qui réunit tous les documents et que donc le projet de thèse doit être complété dans l'encart prévu. Je vois aussi des questions sur les sujets de thèse. À nouveau, bien évidemment, le sujet doit être en lien avec les Amériques. Vous pouvez, par exemple, faire une thèse sur l'Afrique, mais alors dans une perspective comparatiste avec avec l'un des pays des Amériques, puisque il faut pouvoir justifier d'une présence dans le pays concerné par le pôle pour consulter les fonds, ou faire des enquêtes de terrain, etc., ou l'intégration dans un laboratoire d'accueil. Pour répondre à une question sur le projet de thèse, doit-il se rapprocher des compétences de l'institution d'accueil, et notamment sur la question de la Funglode et la Flaxo, donc pour le pôle Caraïbes qui semble plutôt tourné vers les études de développement? Est-il possible de proposer un projet en histoire? Oui, ces contrats doctoraux fléchés sont fléchés sur des actions de coopération internationale, mais il n'y a pas de sujet imposé tant que votre projet de recherche s'inscrit dans le spectre des sciences humaines et sociales et donc concerne les Amériques. Donc, il est tout à fait possible de postuler en histoire pour ce pôle, ou pour tous les pôles d'ailleurs. Je complète simplement pour dire qu'effectivement, nos partenaires, leur rôle est aussi de pouvoir orienter la personne doctorante
vers les bons interlocuteurs si jamais elles travaillent plus sur certains sujets, par exemple dans l'exemple sujet de développement. Et l'idée justement est de pouvoir orienter vers les chercheurs, les spécialistes, les personnes les plus à même de collaborer avec vous sur votre sujet spécifique de thèse. Pour continuer pour la réponse aux questions, il y a une question sur ce qui est valorisé dans la proposition du projet de thèse, pardon. Donc, ce qui est valorisé, c'est l'excellence académique du candidat ou de la candidate et du projet de thèse, et également la pertinence par rapport au pôle auquel vous candidatez. À ce sujet, un comité ad hoc est constitué chaque année pour sélectionner les meilleurs dossiers, et aussi chaque dossier fait l'objet d'une expertise par des pairs académiques. Donc, ce qui complète un peu ce que disait Virginie, effectivement. Ces pairs académiques vont faire un bilan, vont donner une note, vont attribuer des critères à chaque projet qui sont évalués. Et puis ensuite, le comité va se réunir pour débattre sur ces dossiers, sur la base de ces concepts et sur la base de la propre lecture que le comité fait de chaque dossier systématiquement. Diana, est-ce que tu peux revenir sur le terme complément de service? Il y a une question là-dessus, une personne qui ne comprend pas ce qu'est ce complément de service. Le doctorant ou la doctorante peut demander à son université de rattachement, un complément de service qui sera donc aussi un complément de revenu qui viendra compléter le salaire de base du contrat doctoral. Alors, ce complément de service, le contenu de ce complément est variable selon les universités. Ça peut être, par exemple, des cours à faire dans l'université, ou alors des missions qui peuvent être définies donc par exemple le service de la recherche ou l'école doctorale pour le doctorant ou la doctorante, des missions de valorisation, de communication. L'audience nous le dira, mais ça permet de répondre à d'autres questions qui étaient posées, sans que finalement vous voyez que vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite faire votre terrain, parce que par exemple, si vous êtes amené à avoir un complément de service et donner des cours, du coup, l'organisation va peut-être décaler le départ pour pouvoir assurer les cours que vous allez donner à l'université. Et donc, voilà, c'est uniquement pour dire que c'est 8 mois au moins dans les terrains, mais la période est à définir avec l'IDEA, avec les directeurs des thèses, et effectivement, en fonction de ces contraintes et ces conditions de chacun et chacune. Pour répondre à la question sur la nationalité, il n'y a pas de nationalité française à avoir pour postuler à ces contrats doctoraux. Et pour une autre question sur les comités, les comités changent chaque année et ne sont pas spécifiques à chaque pôle. Donc, c'est plusieurs chercheurs de diverses disciplines qui font partie de ce comité de sélection. Je voudrais revenir un instant sur les conditions de recevabilité des dossiers que vous serez peut-être amenés à envoyer. On l'a déjà dit, mais je le répète, et c'est une règle qui vaut de façon générale pour tous les contrats doctoraux en France. Il ne faut pas être inscrit en thèse au moment où vous candidatez. Ça, je le répète. Ce ne sera pas recevable. Donc, généralement, ce sont des étudiants de Master 2 qui candidatent à ces contrats doctoraux. Je reviens aussi sur les dates. Virginie, c'est bien le 1er mars? Oui, c'est bien ça, 1er mars 2023 jusqu'à 18h, heure de Paris.
Voilà, donc attention à cette échéance, effectivement, qui arrive très vite, qui arrive certainement plus tôt que les procédures habituelles dans les universités. En général, les universités laissent jusqu'au mois de mai, bon, ça dépend, mais généralement, c'est un petit peu plus tard. Ici, comme il y a un travail très, très lourd d'expertise de chacun des dossiers, nous sommes amenés donc à fixer des échéances assez tôt dans l'année. Donc, vous n'avez que jusqu'au 1er mars pour envoyer vos dossiers. Peut-être pour demander une précision sur la question, à quoi s'engage le chercheur ou l'institution d'accueil, c'est-à-dire comment doit-on présenter le partenariat? Je ne suis pas sûre de comprendre bien la question. Est-ce que c'est une personne qui, en tant que potentiel directeur de thèse, qui pose cette question, j'imagine? Diana, est-ce que tu souhaites y répondre ou demander des précisions également? J'ai l'impression qu'on parle c'est quand on leur dit qu'il faut contacter un chercheur dans l'institution locale pour que ce chercheur puisse éventuellement les aider à trouver une dynamique scientifique sur place. Comment on présente à ce chercheur cette demande de lettre, qu'est-ce qu'on demande exactement, voilà, parce que l'institution d'accueil, le partenariat, il est établi entre l'IDEA et l'institution d'accueil, donc ça, ce cadre-là, il est clair, mais c'est peut-être effectivement quand on vous demande de trouver sur place une dynamique scientifique, un laboratoire ou un chercheur qui serait intéressé par vos travaux que vous présentez, qu'est-ce que vous présentez à ce chercheur-là? Et dans la lettre, on ne demande rien de spécifique, on dit simplement que sur place, vous avez 1 ou 2 contacts de personnes qui s'intéressent à votre problématique, qui éventuellement pourraient vous intégrer à un projet de recherche, à un séminaire, voilà, que ça fait sens d'aller sur place dans cette institution parce que vous avez déjà des contacts avec des personnes qui travaillent sur des thématiques proches et qu'il y a des synergies possibles. En gros, c'est ça. Donc, il ne s'engage pas forcément à vous trouver des financements, etc. Mais il a un intérêt pour votre projet. Et si vous êtes sélectionné, il pourrait éventuellement être intéressé par votre accueil. Je crois que c'est ça. Hein. Donc, on rappelle, cette lettre de soutien est recommandée, mais n'est pas obligatoire. Elle permet effectivement de montrer la pertinence de cette candidature et d'aller à ces pôles en particulier. Elle montre aussi que le candidat ou la candidate a fait un travail d'exploration de l'université, de l'institution d'accueil pour voir quelle synergie elle peut créer, avec qui elle peut collaborer sur le plan scientifique. Et ça peut déboucher, comme le dit Marion, dans des synergies académiques, dans la constitution d'activités, des manifestations scientifiques. Mais cette personne n'est pas... c'est-à-dire que l'IDEA va, évidemment, si cette personne est très engagée, va évidemment valoriser évidemment, cette collaboration, ce qui a été le cas pour certains pôles, mais il n'y a pas une obligation contractuelle. S'il n'y a pas cette lettre, de toute manière, l'IDEA, via son partenariat avec l'institution d'accueil, va chercher la personne, le chercheur, la chercheuse, la plus à même d'orienter, de donner des conseils à la doctorante en fonction de son sujet de recherche. Je vois des questions également sur les logements dans les pays d'accueil. Alors, bien évidemment, nous vous mettons en relation avec des contacts pour vous aider, qui pourront vous conseiller. Mais j'attire quand même votre attention sur les différences de niveau de vie et notamment des montants de loyer en fonction des pays qui sont assez variables, hein, et aussi en fonction des villes. Pour la lettre de recommandation du directeur de thèse, effectivement, cette personne devant... si vous êtes sélectionné, la personne ayant écrit la lettre sera amenée à être votre directeur de thèse. Donc, c'est un engagement de la part de la personne à soutenir votre projet et donc votre candidature pour l'obtention d'un contrat doctoral. On a des questions sur le calendrier pour la seconde phase de sélection. On n'a pas encore complètement arrêté le calendrier, mais c'est en général au mois de mai, hein, Virginie, c'est ça? Oui, plutôt au début du mois de mai, mais effectivement, le calendrier n'étant pas encore arrêté, on ne peut pas
indiquer de date précise. Concernant les conditions des modalités d'accueil, donc on a la partie institutionnelle que Marion a rappelé qui était déjà bien figée, avec des accords déjà établis avec, pour les pôles qui sont en cours et pour la plupart en général, il y a déjà eu plusieurs personnes doctorantes sur place, donc il y a déjà une tradition. Et pour la partie un peu plus informelle de ces conditions d'accueil, on a aussi ce lien avec les anciens sur place qui vont communiquer avec les nouveaux et nouvelles arrivants sur place pour justement les orienter et dans toutes les petites les petits détails de la vie quotidienne. Donc, il y a cet accompagnement via les anciens qui se fait aussi et grâce aussi aux informations qui nous sont fait remonter et sur la vie quotidienne, on peut aussi vous orienter. Donc, pour rappeler du coup de la partie plus institutionnelle et formelle, et aussi ces aspects qui paraissent un peu informels et qui semblent interroger l'une des personnes sur le chat. On va avoir une question sur la fiche de renseignement et la mention diplôme en cours d'obtention. Non, c'est relevé de notes du dernier, du master obtenu ou en cours d'obtention. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être inscrit à l'université en 2021-2022 pour pouvoir candidater. Donc, il reste la question des Florence sur le sujet terrain. On avait un peu répondu. Je ne sais pas, Diana, si tu peux ajouter quelques éléments. Quelle question, excuse-moi, Luis Miguel, sur? La seule qui reste sur le QR qui n'a pas encore reçu des réponses de Florence Pinot par rapport à la question sujet et terrain, le lien entre le sujet et le terrain. Donc, effectivement, le comité va tenir compte de l'adéquation de sujet par rapport au terrain, le besoin qu'a la personne doctorante d'aller à cet endroit-là, si la personne a identifié des archives pour un historien, par exemple, si la personne a besoin de mener des enquêtes auprès de certaines populations, de certaines institutions, et s'il a identifié une bibliothèque parce qu'il y a un fonds spécifique ou que n'existe qu'à cet endroit-là. Et donc, et ça va être en lien avec le pôle, donc c'est pôle Andin-Lima, pôle Andin-Bogota, pôle Amérique centrale par exemple, mais là, c'est pas, cette année, c'est du coup le pôle Mexico, Lima, Montréal et Saint-Domingue. Saint-Domingue qui est notre pôle Caraïbes. Donc le sujet peut toucher d'autres, pas seulement la République dominicaine, mais l'ère caribéenne dans son ensemble. Mais je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à cette question. Non, voilà, je crois que tu as été très clair. Évidemment, vous n'avez pas à travailler sur la ville de Lima obligatoirement ou sur Saint-Domingue, mais il faut, comme l'a dit Luis Miguel, que vous ayez un intérêt un intérêt scientifique, à être au plus près du terrain sur lequel vous candidatez, bien évidemment. Et c'est un critère sur lequel vous serez amené à discuter lors des auditions qui auront lieu. Donc, je le rappelle, début mai. La date sera fixée bientôt. Ce sont des auditions classiques, comme ce qui se fait généralement pour les auditions de contrats doctoraux classiques. Pour les sujets de thèse, la discipline est libre, effectivement, et donc il n'y a pas de rotation imposée sur les pôles internationaux. Donc on vous invite à consulter les pages des pôles internationaux sur le site internet de l'IDEA, où vous pourrez voir les coordinateurs et coordinatrices successifs des pôles, et donc la diversité des sujets et des disciplines, le seul critère étant l'inscription dans une discipline des sciences humaines et sociales et que votre sujet traite des Amériques. Sur la lettre de recommandation d'un membre La lettre de recommandation doit-elle être d'un membre de l'institution d'accueil ou pouvons-nous avoir une lettre de recommandation d'un chercheur d'une autre université du même pays d'accueil? La lettre peut être d'une autre institution. Cette lettre ayant pour but, comme
comme on mentionnait auparavant, de montrer que vous pourrez vous inscrire dans une dynamique scientifique sur place et que vous avez identifié des potentielles personnes avec qui vous pourrez développer des collaborations scientifiques et donc qui seront intéressantes pour vos recherches. Dans votre projet, vous pouvez aussi préciser, si jamais vous n'avez pas des lettres, parce que vous avez identifié plusieurs personnes, plusieurs labos, vous pouvez évidemment préciser ce type d'informations en lien avec tel labo, telle institution. Il y a un courant de travail qui s'est fait au sein de cette institution qui est pertinent pour mon travail de recherche. Donc, voilà, ce type d'information, évidemment, montre aussi à quel point vous avez préparé votre projet, que vous avez bien pensé l'implantation et ce que vous entendez faire lors de votre mission de terrain. Vous avez à nouveau un sondage qui s'affiche. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Je vous rappelle aussi que vous trouverez beaucoup d'informations sur le site de l'Institut des Amériques. Il suffit d'aller dans la partie réseau, notre réseau, pôles internationaux, et là, vous trouverez de nombreuses informations. Je vous conseille aussi d'aller voir ce que deviennent nos anciens doctorants et doctorantes. C'est aussi intéressant de voir les perspectives en termes d'insertion professionnelle, bien évidemment. On a une question sur l'entretien. En quoi consiste exactement l'entretien avec le jury? Oui, alors le jury, il est constitué d'enseignants-chercheurs. La composition sera transmise ultérieurement. L'entretien se fait en présentiel ou en distanciel. Il me semble que cette année, ce sera en distanciel, si je ne me trompe pas. Que dire des entretiens? Alors, pour ma part, je n'ai pas assisté aux entretiens. Alors, donc, en ce qui concerne le contenu, bien évidemment, bon, j'y reviens rapidement. Il y a une présentation du projet et évidemment des motivations et des besoins à avoir une mobilité sur 3 ans sur le pôle demandé. Et puis ensuite, un entretien avec les membres du jury. Mais je laisse peut-être Marion en dire plus parce que en ce qui concerne les contrats doctoraux fléchés IDEA, je n'ai pas assisté à des entretiens jusqu'à présent. Il y a peut-être une spécificité qui m'échappe. Peut-être Louise Miguel et Virginie. Oui. Peut-être qu'on peut rappeler que donc il y a un comité de sélection ad hoc, donc il y a des évaluations faites par des membres externes, des chercheurs ou des chercheurs qui vont expertiser les dossiers. Donc à la suite de ces processus, il y a des classements qui sont établis. Le comité relit tous ces dossiers, s'épanche, débat, délibère, et du coup, à la suite de ça, il y a un classement des profils qui paraissent les plus solides scientifiquement, où le projet paraît les plus aboutis. Et ce sont ces personnes qui vont être amenées à passer des auditions à l'oral. Donc, lors des auditions, comme on a dit aujourd'hui, la présentation d'aujourd'hui visait à montrer du coup quelle était la spécificité de ces contrats. Donc, il y a la dimension scientifique qui est au cœur du contrat, donc le projet, la solidité du projet, la pertinence du projet par rapport au séjour de longue durée dans les Amériques. Il y a aussi le projet, les propositions pour l'animation scientifique du pôle, non, les activités que vous voulez, les manifestations scientifiques que vous souhaitez mettre en place, avec qui, comment et quand et dans quelle périodicité. Donc la faisabilité, la rigueur et l'intérêt de ces propositions, c'est ce qui fait l'objet du coup de ces classements et c'est ce qu'on va vouloir entendre lors de jury. Effectivement, parfois la prestation permet de montrer d'autres points communs et ça va permettre parfois au jury de décider de quelle est quel est le classement définitif à effectuer. Je ne sais pas, Virginie, si tu as des
des compléments à faire. Peut-être préciser que le niveau de langue et votre capacité à converser et à avoir et va être évalué parce que ça ça aura une influence également sur votre capacité à vous intégrer sur place auprès des laboratoires et des centres de recherche. Et peut-être pour préciser, une question à laquelle Marion a répondu à l'écrit, mais peut-être qu'on peut le dire à l'oral, qu'il est possible de candidater, si vous n'avez pas un contrat une année, il est possible de recandidater l'année suivante, tant que vous n'êtes pas inscrit en thèse au moment de la candidature. Bien, je crois que Marion, tu voulais ajouter quelque chose? Non, vous remercier pour votre présence aujourd'hui, vous dire que vous n'hésitez pas à diffuser ces informations autour de vous. Si vous avez d'autres étudiants, collègues qui souhaitent candidater, et n'hésitez pas aussi à revenir vers Louis et Virginie à l'écrit si vous avez des questions au niveau de la mise en place de votre candidature cette année. Bien, merci beaucoup Marion Magnan, Luis Miguel Camargo, Virginie Aron. Merci au public en ligne. Et nous allons donc clore cette séance.